Jean-Yves Ploufragan, l'Antique, chapitre 84. Comme des lâches. Le lendemain, Isco et Saccard observaient les rayons du soleil qui mettaient de nouveau le feu au feuillage rougi des bois de la montagne aux offrandes. Saccard pointa du doigt un endroit au pied de la couronne d'arbres qui délimitait son territoire sacré. « Viens !» Saccard pressa le pas. Ils dévalèrent la montagne rouge, traversèrent la vallée et la rivière et remontèrent sur le versant opposé. Saccard cherchait un arbre. Il posa la main sur un tronc marqué délimitant sa frontière. Cette marque, qui liait les deux hommes à tout jamais, trident pour les uns, oiseau stylisé prenant son envol pour Isco. Saccard en avait fait sa marque après qu'Isco lui eut montré son harpon. Il en avait marqué les arbres qui traçaient les limites du mont sacré. Il y avait ajouté 2 traits en diagonale qui partaient du sommet des traits extérieurs du trident et pointaient vers le centre de la marque. On pouvait y lire un M qui venait se confondre avec une croix. Mon père, que je n'ai jamais connu, est mort pour protéger sa marque, commenta Saccard. Il regardait toujours les arbres. Si votre Dieu nous apporte le bienfait, il sera bien accueilli par nous, parmi les autres. Marie parle la même langue que Saraka. Elle est nôtre. Cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'abandonner nos dieux pour lui faire de la place. Et cela ne plaît pas aux Suédois. Oh, ils ont d'autres soucis, à puiser la sève des montagnes, mais qu'ils prennent garde. À s'attaquer au cœur des montagnes, ils dérangent les esprits des morts. Saccard marcha jusqu'à un bouleau qui présentait une forte courbure naturelle. Isco comprit. Saccard allait fabriquer un nouveau tambour. Un tambour, devina-t-il, qu'il destinait à un usage très particulier. Saccard abattit l'arbre, découpa une mince bande dont il accentua la cambrure pour obtenir un cercle fermé. Aslak avait lui-même choisi un faon d'un an. L'animal avait été sacrifié, sa peau délicatement préparée. Aïla préparait du fil de tendon. Cela prenait du temps. Chacun s'attelait à la tâche, en silence, dans une espèce de fébrilité. Mais le temps pressait. Le malheur survint quelques semaines plus tard, lorsqu'ils arrivèrent au marché d'Arieplog. Jusque-là, ils avaient patienté au pied du mont sacré que l'hiver s'installe afin que la neige leur permette de se mettre en route. Saccard, Isco et quelques autres avaient marché longtemps, eu froid, traversé des tempêtes et des plateaux, chassé des perdrix et des rennes sauvages, toujours vers le nord. Saccard avait insisté. Il fallait prévenir les hommes au marché d'Arieplog, là où les Suédois recrutaient les hommes pour les envoyer aux mines et pour les obliger à entendre la parole de leur Dieu. Les jours suivants avaient été consacrés aux préparatifs du départ. Les hommes partaient chasser et pêcher, constituaient des réserves placées dans de petits abris montés sur des troncs, hors d'atteinte des animaux. Les femmes confectionnaient des chaussures et des gants, et Saccard fabriquait son tambour. Aslak passait des heures à ses côtés, écoutant les explications de son père sur chaque symbole que Saccard dessinait sur la peau tendue du tambour. Aïla et Isco ne pouvaient que suivre à distance. Ils avaient profité de ces moments, rares, avec elle, pour lui raconter sa vie. Alaya et Pascoal, Carmelo et les baleines, la naissance de Saccard, son amitié avec l'ancienne reine de Suède, ses sentiments pour Anna, son métier de cartographe, sa famille à Amsterdam, Maiken, Nicolaes et son talent de futur armateur,
Inéquée, la petite, le bébé encore inconnu, son inquiétude pour Marcus. Et avec Anna, tu as des enfants avec Anna? Pourquoi elle n'est pas avec toi? Ayla posait ces questions sans rien s'interdire. Elle lui décrivit son enfance, la présence écrasante de Davert, qui racontait à qui voulait l'entendre que sa petite fille était la fille d'un monsieur important, d'un monsieur éduqué et bien habillé, qui n'habitait pas la montagne, mais dans une maison où il faisait toujours chaud et où la nourriture abondait. Pendant toutes ces années, elle avait grandi en se croyant différente des autres, promise au plus beau mariage. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Qui t'a dit que je n'étais pas promise au plus beau des mariages? Isco s'amusait de la répartie de sa fille. Il lui montra les cartes qu'il avait dessinées ces derniers temps. Elle les détaillait avec attention. C'est un peu comme les tambours de Nawaïdi, décida-t-elle après un moment. Une carte du monde, avec ses parties visibles et invisibles. Isco fut frappé par la justesse de sa remarque. « Apprends-moi à faire des cartes, lança-t-elle. Je te dirai comment lire un tambour. » Bah, je croyais que les femmes n'avaient pas le droit. Et moi, je crois que des femmes font ce que pourquoi elles sont faites. Isco lui avait appris les rudiments de la cartographie. Ensemble, ils avaient mesuré les angles entre les arbres marqués, la montagne rouge. Ils avaient marché et marché, comptant leurs pas, riant ensemble quand il fallait s'y reprendre, ou qu'ils en oubliaient la mesure. Ayla se moquait de ses pas de géant. Isco lui apprenait patiemment à compter, moquant à son tour ses erreurs. Le soir, il questionnait Saccard sur l'état d'avancement du tambour. Et c'est Aslak qui répondait, sérieux, pénétré de sa mission, quand Saccard semblait incapable de sortir de l'univers qu'il transportait à force de jus d'écorce, de bois d'aune broyé et bouilli incrusté sur la peau du faon. Un monde fantastique prenait forme, tout autant qu'un récit inquiétant. Au fil des jours, alors que le froid et la neige saisissaient tout, Isco fut frappé de voir combien Saccard sombrait dans une forme de tristesse. Il avait toujours été ébloui par son caractère solaire. Mais ce dernier voyage dans l'au-delà, accompagné par le chant d'Ayla, l'avait changé. Isco captait parfois son regard. Mais Saccard ne prenait plus le temps de venir s'asseoir près de lui, sentir le lever et le coucher du soleil. Saccard l'inquiétait, et ce souci déteignait sur le jeune Aslak, dont rien ne venait égayer la gravité. Le moment du départ arriva. Saccard, possédé par cette étrange humeur, voulut partir seul pour Aiéplog. Ils partirent ensemble, laissant Ayla, Aslak et le tambour sous la protection d'Eret. Saccard fut arrêté le lendemain de son arrivée à Aiéplog. Le marché d'hiver, ouvert depuis 3 jours, battait son plein malgré la température. Saccard et Isco, méconnaissables sous les couches de fourrure, avaient rejoint une de ces cabanes branlantes qui servaient de relais aux visiteurs, venus le temps du marché, écouter la parole sainte obligatoire et réaliser leurs échanges. 7 ou 8 hommes, au moins, s'entassaient déjà dans la petite cabane lorsqu'ils étaient arrivés. « Fermez la maudite porte !» hurla une voix endormie lorsqu'ils poussèrent le battant. « On a déjà relevé 2 morts, dit un autre. Même si on ne sait pas si c'est le froid ou l'eau-de-vie qui a eu raison d'eux en premier, ricana un troisième. Ou les 2 en même temps, dit le deuxième. Et tu pourrais bien être le prochain. Ben moi, je laisserai jamais le froid l'emporter, ricana encore le troisième. C'est l'eau-de-vie qui me tuera. On l'entendait déglutir à mesure qu'il devait boire.
Il faisait sombre. Tous ceux qui avaient parlé étaient lapons. Saccard et Isco se blottirent l'un contre l'autre. Au premier abord, il faisait presque aussi froid qu'à l'extérieur, mais la chaleur humaine les apaisa bientôt. On n'entendait plus que le bruit du liquide et de la succion, les soupirs d'Èse et les rots, les ronflements et le sifflement du vent qui s'infiltrait entre les rondins mal ajustés. Les odeurs de vomi et de viande fumée dominaient, celles d'urine et de crasse. Isco, hagard de fatigue et de froid, ventre vide et yeux fiévreux, bougea un peu pour détendre ses jambes, provoquant les grognements de son voisin, dont l'haleine putride lui donnait la nausée. Isco se mit à prier, à voix très basse, que cette nuit soit la plus courte possible. Ses réflexions furent troublées par une mélodie naissante. Saccard. Tout le monde dormait. Isco ne le voyait pas dans le noir. La mélodie se fit plus envahissante, elle s'emparait des ronflements et du vent, les maîtrisait au point qu'ils s'atténuaient pour ne pas troubler l'harmonie qui s'installait dans la cabane. Isco sentit son voisin bouger, mais il ne grogna pas. Toute la cabane s'éveilla bientôt, pas un son n'émergea, pas une protestation, hormis la mélodie de Saccard sur Andé le berger, devenu, avec le temps, sa griffe. Le chant se tut. « Tu es Saccard » dit une voix. Aussitôt des murmures se propagèrent. « Il va nous attirer le malheur. »« Tais-toi, il te jettera un sort. »« Ben non, il a soigné mon oncle, à la mine, avec sa main. »« Ah ouais, moi je l'ai vu faire fuir un ours avec un chant. Il est dangereux. Les Suédois le cherchent. » Les voix s'entrechoquaient dans l'obscurité de la cabane. Chacun parlait sur l'autre. Le vent, qui avait semblé s'apaiser, sifflait de nouveau. Les odeurs se bousculaient. Le ton montait. Mais chacun retenait pourtant sa voix, de peur d'attirer l'attention extérieure. « Eh bien qu'ils cherchent. Ils me trouveront. »« Oui, moi aussi, ils me trouveront. »« Rien du tout. Vous partirez en courant, comme toujours. » Comme des lâches. Oui, comme des lâches, comme toujours. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a peut-être pas assez de mendiants. C'est ça. Et puis on trouvera l'eau de vie. Les mendiants, c'est la faute aux Suédois. Peut-être. Mais c'est eux qui payent pour les rennes. Et qui distribuent l'eau de vie. Les rennes, on voit que leurs cadavres. Mon frère a fui en Norvège avec tout son clan. Le mien est obligé d'avoir un troupeau énorme, 300 rennes. Il doit bouger tout le temps pour trouver des nouveaux pâturages. Et mon fils a été plongé dans l'eau glacée par les Suédois parce qu'il refusait la mine. Moi, je vous dis que c'est la faute à Saccard. Mais le tabac, c'est bon. C'est la faute au roi. Malheureux, tu veux nous faire pendre? Qui va nous défendre? La mélodie reprit, mais ça ne venait pas de Saccard, toujours blotti contre Isco. Respiration régulière, à croire qu'il s'était endormi, indifférent à la conversation. Une autre voix accompagnait la première, puis une autre. Le Djoïque de Saccard, hymne au destin en sursis des Lapons, vivait sa propre vie. La matinée était bien avancée lorsque le soleil se leva. Il ne perça pas les nuages. Isco sortait de l'église en se pressant lorsqu'il aperçut des soldats qui arrivaient en courant, malgré le froid. Ils poussaient devant eux Saccard, à la pointe de leurs lances. Isco vit Davet de l'autre côté de la place de l'église, là où les marchands suédois et les Lapons se serraient pour conclure au plus vite leurs affaires. Son gros nez rougi par le froid lâchait de larges quantités d'air, tandis que sa petite bouche était plus pincée encore que d'habitude.
Il regardait la scène d'un air satisfait. Un des occupants de la cabane avait dû prévenir Davet, qui s'était précipité chez le commissaire aux affaires Lapone en visite d'inspection. Grub menait la troupe, indifférent à ce qui l'entourait. Ses yeux brillaient dans le petit matin. Saccard n'opposait aucune résistance. Isco courut vers la cabane où ses affaires et celles de Saccard s'entassaient. Il devait faire quelque chose. Mais quoi? Il fouilla, s'empara de son harpon, le lâcha, le fer glacé brûlait. Il le reprit, garda les mains plaquées dessus. Il ne viendrait jamais à bout des soldats avec son harpon. Grub! S'il l'atteignait, les autres hésiteraient, prendraient peur peut-être. Les lapons sur la place feraient fuir Saccard. Rien n'était moins sûr. Isco regarda par la porte entr'ouverte. Grub emmenait le groupe à l'écart de la place. Il partait vers l'extrémité de la presqu'île au bord du lac gelé. Isco essayait de rassembler ses idées. Aïla, Azlak, le tambour, prévenir les autres. S'il s'interposait, il finirait prisonnier. En dépit des consignes d'Ivar Grub et de Michael Planting de protéger Isco, il l'arrêterait. Qu'allait-il faire de Saccard? Il remit son harpon, s'en tint à sa dague et à son épée, se lança derrière le groupe de soldats qui avaient disparu derrière les arbres au bout de la presqu'île. Isco courut en essayant de se cacher derrière les arbres. Il approcha autant qu'il put. Il entendit des coups, pas des cris. Il s'approcha encore. Des soldats à la masse cassaient la glace en 2 endroits distants de quelques pas. Lorsque les trous furent creusés, Grub accrocha une corde à une branche qu'il plongea dans un trou. La branche fut emportée par le courant, et il récupéra la branche au passage de l'autre trou, tirant la corde. Et maintenant, les soldats accrochaient Saccard à la corde. Des bruits de pas qui s'enfonçaient dans la neige craquante le firent se retourner. Michael Planting approchait, suivi de Davert et de 3 gardes. Le commissaire salua Isco de la tête. « Vous aussi, vous menez au spectacle ? Vous n'avez pas le droit de faire ça. » D'autres gardes guidaient tous les marchands et les lapons du marché vers le bout de la presqu'île. Ils s'arrêtèrent sur la berge, obligés d'assister. Là-bas, Grub amenait Saccard au bord du premier trou. Sans hésiter, il le poussa. Isco bondit en avant, mais les gardes pointèrent leurs lances sur sa poitrine. « Si j'étais vous, je resterais calme. Nous avons besoin de vous vivants. » Saccard avait disparu dans l'eau glacée. Des soldats tiraient sur la corde de l'autre côté du trou. Les lapons restaient silencieux. Personne ne bougeait. Les marchands riaient. Saccard fut sorti par le second trou. Il ouvrit grand la bouche pour respirer. Il avait le visage saisi. Grub s'approcha, fit un signe aux soldats du premier trou. Grub repoussa Saccard dans l'eau. Les soldats tirèrent la corde. « Si vous essayez quoi que ce soit, je vous assure que votre fille subira le même sort que ce bandit. » Isco se tourna vers Davet. Le lapon lui lança un air mauvais. Davet l'avait trahi jusqu'au bout, pour préserver son commerce avec les Suédois, quitte à sacrifier sa petite fille. Sur la berge, un lapon se mit à gémir, alors qu'on remontait Saccard. Ses mouvements se faisaient de plus en plus lents. Il avait du mal à reprendre sa respiration. Grub fit un signe. Saccard disparut sous la glace. « Paraît qu'elle est très belle, pas très facile à marier, un caractère difficile, mais qui sait, elle intéresserait peut-être les gens comme Grub. Il saurait la dompter. » Saccard sortait d'un des trous. 2 autres lapons s'étaient mis à genoux.
Des marchands discutaient. Ils discutaient de la situation, ils semblaient s'amuser. De nouveau sous la glace, Isco détourna les yeux. « Regardez, ordonna Plantin, et dites-vous que vous faites le bon choix. Avec ses idées maléfiques, ce bandit ne faisait que détruire ce à quoi vous avez tant contribué. » Saccard fut tiré du trou. Grubb se pencha sur lui. Il fit un geste. C'était fini. La foule se dispersa. « Il nous reste tant à faire dans cette région, avec votre aide et celle du Seigneur. »